Aujourd'hui, à Jusqu'au bout, je reçois Michael Veilleux, qui est coach et formateur en leadership, structure et efficacité opérationnelle. Et on va parler des structures à avoir pour réussir en affaires. Mon nom, c'est Benoît Thibault. Je suis coach d'affaires et entrepreneur. La mission, c'est que tu puisses créer la vie de tes rêves. Bienvenue à Jusqu'au bout. Donc, salut Michael. Merci d'avoir accepté de participer au podcast. Salut, merci Benoît pour l'invitation. Est-ce que tu veux un petit peu parler de toi, dire qui ce que tu es au monde qui écoute? Bien sûr, bien sûr. Depuis quelques années, j'ai travaillé plusieurs années en agence. Puis dans le cadre de ce parcours-là en agence, j'ai eu l'opportunité de développer des méthodologies de travail, développer les différentes structures opérationnelles dans les agences, dans le cadre de ce que je faisais comme profession à l'époque. Puis, ça m'a fait découvrir cette habileté-là à mettre en place des structures efficaces, d'automatiser les processus, de mettre en place la gestion documentaire lorsqu'il n'y en avait pas. Puis, depuis 2 ans, bien, j'ai choisi de me consacrer davantage à cet aspect-là que la conception graphique. Je travaillais en conception graphique à l'époque. Puis, donc, depuis 2 ans, je développe beaucoup plus cette expertise-là, cette nouvelle avenue-là dans ma profession. C'est une petite tranche background rapide. Je vous dirais que dans les 2 dernières années, j'ai vraiment mis l'emphase sur qu'est-ce qui peut être mis en place pour apporter de l'efficience pour les différentes personnes en action dans les équipes de travail, autant pour des chefs d'équipe, pour les gens de la production, que pour des chefs d'entreprise qui voudraient avoir des statistiques pour voir qu'est-ce qui se passe dans son équipe. Je commencerai comme ça. Parfait. Fait que maintenant, dans le fond, notre sujet d'aujourd'hui, c'est quelle structure qu'on a à avoir pour réussir en affaires. Donc, toi, qu'est-ce que tu vois qui est important à avoir comme structure, des choses que le monde ne va pas nécessairement voir sur le coup qui ont besoin de quelque chose comme ça? Une première chose qui me vient, qui est primordiale, on est des êtres communicationnels. Puis, de prime abord, je ne pense pas que les gens pensent que la communication, c'est une structure. Fait que je vous le nomme ici, la communication, c'est une structure à mettre en place en termes d'outils, mais aussi en termes... As-tu une question? Non, c'est bon. OK. Mais en termes aussi des protocoles et des processus. Donc, par exemple, dans un des projets que je suis en train de développer, on a mis en place comme protocole de communication que toutes les décisions se font par consensus. Et on a créé une équipe dédiée juste à établir c'est quoi ce protocole-là au niveau de la prise décisionnelle. Puis on a créé un produit, c'est devenu consensus. Mais c'est une structure qu'on a mis en place qui était importante, qui était alignée avec nos valeurs. Parce que quand je suis dans une entreprise avec des gens, je suis continuellement en communication. Puis des fois, il y a des avis, des points de vue différents ou des orientations, des directions qui diffèrent. Fait que première chose, première structure à mettre en place, selon moi, c'est la communication. Ensuite, des rôles, tâches, responsabilités clairement définis et clairement communiqués aussi. Je fais l'exemple, je nommerai pas l'entreprise, mais l'entreprise d'une personne proche de moi. Ils ont une problématique de communication au niveau des rôles, tâches, responsabilités, puis de l'assignation des tâches. Puis lorsqu'il y a un changement dans la structure des rôles, tâches et responsabilités ou des objectifs, c'est pas communiqué aux bonnes personnes. Là, ça cause une panoplie d'impacts, de retard, des enjeux au niveau des livrables, parce qu'ils n'ont pas mis en place cette structure de communication-là. Genre, systématiquement, lorsqu'une personne en position de leadership fait une proposition d'un changement dans l'organigramme, bien, de le communiquer aux leaders en dessous de lui, puis qu'eux le communiquent à leurs joueurs. Ils ne font pas ça. Ça se ramasse que finalement, quelqu'un l'apprend en de side par une communication parallèle, puis c'est pas le fun. Il y a une grosse perte de temps, d'efficacité. Puis au final, c'est de l'argent. L'équipe n'est pas efficace, puis ils perdent du temps, c'est incroyable, parce qu'ils n'ont pas mis en place des protocoles de communication clairs. Oui, puis je parlais avec quelqu'un qui est gestionnaire de projet,
Puis qu'est-ce qu'il me disait? C'est la première chose quand il embarque d'un nouveau projet, la première chose qu'il fait, c'est qu'il crée une structure de communication. Exact. Puis après ça, pour soutenir une structure de communication, on a besoin d'outils. Ben, un outil en entreprise que j'adore, c'est Slack. C'est un outil qui permet de structurer dans différents channels avec différentes thématiques des sujets. Ça peut être des projets. Puis là, il y en a une panoplie d'autres. Il y a Discord qui est plus orienté game, mais qui est quand même un excellent logiciel de Oui. communication. Moi, c'est ça que j'utilise, Discord. Hein. Ouais, c'est pour ça que je te fais un petit clin d'œil, je sais. Puis il y en a plein d'autres. Et dans le cadre entrepreneurial, dans les entreprises, je suggère de ne pas utiliser des outils plus sociaux comme Facebook, Messenger, ces choses-là. Vraiment d'utiliser des systèmes de communication dédiés. C'est une plateforme pour l'usage professionnel exclusivement. Ça évite les distractions aussi. Oui. Fait que oui. Fait que des protocoles de communication, des outils de communication. Puis en passant, je parle de communication. Il y a l'échange de communication dans le day-to-day. Mais un système de gestion de tâches ou de projets ou d'objectifs, c'est aussi un système de communication. Ça permet de communiquer de moi vers l'équipe. Hey gang, je suis rendu là où j'ai tel bloquant, où je vais accomplir telle chose aujourd'hui. Et inversement, l'équipe, j'aimerais savoir, ils sont rendus où l'équipe? Ah, je m'en vais dans Trello, je regarde le tableau de bord global. Ah, OK, oui, Benoît, il est rendu là dans telle tâche. Oh, là, il y a un bug. Là. C'est un système de communication. Puis on est encore dans la grande conversation sur les structures de communication. Les protocoles, l'outil, la gestion de tâches, puis là, je pourrais embarquer un peu plus loin dans la gestion documentaire. J'embarque ça encore dans les communications. La gestion documentaire, c'est une structure aussi. Puis ce que je remarque très, très souvent dans les très petites entreprises ou les petites entreprises, ils n'ont pas une gestion documentaire efficace et souvent, ils n'ont pas non plus une gestion documentaire collaborative. Puis là, on tombe dans des outils tels que Microsoft OneDrive, Google Drive et tous ces systèmes de gestion documentaire en ligne, info-nuagique de ce monde. Là. Ce sont des outils gratuits pour la plupart et qui permettent de créer ensemble, de collaborer ensemble, de s'échanger des documents. Contrairement à si on utilise, mettons, Microsoft Word sur mon ordinateur local, je fais un document, je le prends, je l'envoie par courriel à Benoît. Benoît l'ouvre, il le modifie. Pendant ce temps-là, je continue à travailler dessus. Là. Puis là, on ne peut plus merger, on ne peut plus fusionner le travail que de travailler dans un système qui est déjà conçu pour ça. Ça, c'est une autre structure de communication que je rentre dans la partie gestion documentaire. Beaucoup de choses qui tournent autour de la communication, je vous dirais, de base là, pour des structures pour l'accomplissement. Puis quelqu'un qui voudrait... Tu sais, mettons quelqu'un qui voit l'importance là, de créer des structures autour de la communication dans sa business, où est-ce que tu lui dirais de commencer? Je commencerais, première étape, je commencerais à établir un diagnostic. Puisque la plupart des gens ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'il y a une perte de temps ou d'efficacité dans différents aspects de leurs opérations. Fait que la première étape, c'est d'établir un diagnostic. Puis les meilleures personnes, selon moi, qui peuvent dire qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis c'est selon sur mon expérience puis qu'est-ce que j'ai fait comme travail dans les entreprises. C'est les gens qui sont en bas, la base de la pyramide. C'est eux qui tiennent. Le leadership en haut, ils peuvent avoir une idée, mais s'ils n'ont pas les mains dans la pâte, s'ils n'ont pas les mains dans la production, dans ce qui est en train de se faire, eux, ils sont plus en tant que visionnaires, ils vont s'occuper de l'orientation. Mais ce n'est pas eux. Puis souvent, les directeurs, les chefs d'équipe ont la prétention de savoir qu'est-ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans leurs équipes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est beaucoup d'irritants qui ne montent pas vers le haut. Ça reste ici, les gens se parlent entre eux autres. Ah, ça va pas bien, mais ça ne monte pas en haut parce que je ne veux pas perdre ma job. Je ne veux pas contrarier. Il y a plein de conversations là, ici. Mais si un leader dit « Hey gang, je suis engagé à ce que nous, ensemble, restaurions tout ce qui ne fonctionne pas et d'amener de l'efficience, de l'efficacité. » Mais là, on adresse une conversation du haut vers le bas. On veut savoir, dans votre monde, la prod, les gens qui tiennent la pyramide, c'est le pilier, là, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et à partir de ça, là, on va commencer à itérer sur des propositions
de choses à mettre en place en termes de protocole de communication, en termes de structure pour la gestion X, Y des besoins, parce que toute entreprise est différente, toute entreprise a des besoins différents. Et ainsi de suite, on peut commencer à itérer sur la mise en place, étape par étape. Il ne faut pas non plus aller trop vite et vouloir mettre la charrue avant le bœuf. Quand on effectue des changements, il faut s'attendre aussi à certaines résistances et à faire la gestion du changement. Puis là, tantôt, je parlais de consensus. Consensus est un outil exceptionnel pour amener des changements dans une entreprise au niveau de la gestion des opérations, de la méthode de communication, parce que tu pars de la gang d'en bas qui, eux, savent c'est quoi qu'il y a sur le terrain. Puis tu leur dis, faites-nous des propositions, puis on va s'aligner collectivement à l'unisson sur les propositions. Puis on va les mettre en place, puis les intégrer après ça, une après l'autre, toujours par consensus. Et vite, ça diminue une grande partie des frictions et des résistances que d'y aller par consensus. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Fais-tu du sens pour toi? Ah, moi, non, ça fait du sens. Je comprends un petit peu ce monde-là des communications, puis de vraiment amener une écoute vraiment dans le monde de l'autre. Exact. Comprendre. Oui. Comprendre qu'est-ce qui se passe avec son équipe, vraiment être à l'écoute de son équipe. Oui. Moi, je considère, ça c'est dans le bon parti plus leadership, coach en leadership, je considère qu'un leader d'équipe, un chef, une personne en position d'autorité dans une équipe, son rôle, c'est d'être à propos de son équipe. Son rôle, c'est d'être à l'écoute de son équipe parce que c'est l'équipe qui accomplit. Seul, tu peux peut-être aller plus vite, mais en gang, tu vas beaucoup plus loin. Comme l'adage le dit. Fait que c'est important pour une personne en position de leadership ou d'autorité dans une équipe d'être à propos des membres, des besoins. Qu'est-ce qui fonctionne, ne fonctionne pas. Puis là, il peut justement caler la shot pour améliorer ce qu'il a amélioré. Puis quelque chose que tu me dis là, ça me fait penser, règle générale, quelqu'un qui a une équipe, il va s'imaginer que son équipe, c'est à propos des choses qu'il y a à faire dans l'équipe. Puis des membres d'équipe au travers, mettons, de leur job ou au travers de leur poste. Mais quelque chose qu'il y a beaucoup de monde qui ne se rendent pas compte, c'est que les problèmes qu'ils vivent chez eux, qu'ils vivent dans leur vie personnelle, ça fait partie des problèmes de notre business. Oui. Parce que si un de nos employés est en divorce, puis toutes ses pensées sont là-dedans, il y a de la misère à payer les avocats, puis on fait juste gérer la partie business, mais à cause de ce qu'il y a dans sa vie, ça ne va pas bien aller dans sa job. Très bon point, effectivement. On oublie des fois que notre vie personnelle a une influence et un impact direct sur notre vie professionnelle. Tu sais, beaucoup de gens s'imaginent qu'ils peuvent complètement séparer vie personnelle et professionnelle, mais ça a un impact. On est un humain. On n'est pas... je me coupe en deux. Là, on est un humain. Oui. Très pertinent comme point. Puis sur sa propre vie personnelle, mais aussi sur la vie personnelle de nos employés, puis de notre équipe. Si la vie personnelle ne va pas bien, c'est notre problème à nous, pareil. Là. Exact. Je vais parler d'un projet, on est un regroupement de gens avec lesquels je collabore, puis on a mis en place ceci. Lorsque je vis une panne, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, dans le cadre du projet, je la mets dans l'équipe. Ça devient une panne. Si un membre de l'équipe est en panne, l'équipe est en panne. Ça fait partie de mon protocole de communication et de fonctionnement. Donc, on s'est entendu entre nous. Dès qu'il y a une panne de quelque nature, on la met dans le groupe. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que ça met l'intelligence collective du groupe à trouver une solution. Puisque tant que je vais être en train d'avoir une charge mentale à propos de ce qui ne fonctionne pas dans ma vie personnelle ou professionnelle ou dans le projet, je ne suis pas à propos d'accomplir les résultats ou les promesses que je me suis engagé dans le cadre du travail et de l'équipe. Fait que l'équipe a tout avantage à collaborer de manière participative avec moi pour résoudre la panne, puisque plus vite on la résout, plus vite on s'en remet en action, plus on se remet efficace dans ce qu'on est en train de créer en gang. Puis, sinon, pour qu'est-ce qui est de structure, est-ce qu'il y a d'autres structures que tu vois qui peuvent être importantes pour des personnes qui sont en affaires ou qui veulent lancer leur business? Tout à fait. Je me suis pris des notes. On a parlé des outils documentaires, oui. Une chose, ça c'est plus un cue.
Chaque fois que j'appelle chez des gens, dans des entreprises, des gens en affaires, des travailleurs autonomes, dès que j'ai du support à offrir à des gens, première source d'irritant ou de perte de temps, c'est les mots de passe. On est aujourd'hui dans un univers où on crée des comptes utilisateurs pour toutes sortes de services en ligne, mais les gens n'ont pas le réflexe de documenter ces mots de passe-là puis de les garder à une place qui est sécurisée, qui est accessible et où tu peux faire des recherches. Puis ça, c'est la chose qui, moi, me fait perdre beaucoup de temps. Puis au final, moi, je facture la personne à l'heure. Fait que s'il prend 15-20 minutes à essayer de trouver son mot de passe pour tel service parce qu'il veut que j'aille me connecter pour le soutenir, puis là, il faut qu'il fasse le processus de réinitialisation de mot de passe, machin, truc. Là, je suis au téléphone, puis j'attends. Mais c'est une source de perte de temps. Fait que je peux imaginer, si j'extrapole dans sa vie, chaque fois qu'il veut se connecter à un service web, puis qu'il ne sait pas où sont ses mots de passe, il perd ce 15 minutes-là. Si on cumule tous ces 15 minutes-là dans l'année, c'est beaucoup de temps pour lui, puis pour les gens qui travaillent avec lui. Fait qu'une structure de gestion de mot de passe, puis ça, il existe une panoplie d'outils. Ça peut être aussi simple qu'un fichier Excel dans un compte Google Drive. C'est pas l'extrême sécurité, mais au minimum, tu as quelque chose. Puis c'est quand même Google. Bon, c'est quand même pas si non sécure non plus. Ouais. Et sinon, il y a des logiciels comme Safe in Cloud. C'est ce que j'utilise moi personnellement. C'est une application qui est disponible sur Android, iOS, Mac, Windows. Il y a une partie gratuite. Moi, j'ai pris la version payante, mais la partie gratuite fonctionne très, très bien. Ça crée un petit fichier encrypté que tu vas héberger où tu veux. Dropbox, Google Drive, FTP, tu l'héberges où tu veux. Puis, tu peux tout documenter tes mots de passe, tu peux les trier par catégorie, mettre des étiquettes, tu peux créer des modèles de type de mots de passe. Maintenant, si c'est un code, un PIN, mettons pour une carte de débit, tu vas avoir deux champs, le numéro de la carte puis le PIN. Si c'est un accès maintenant à un site web, tu vas avoir l'URL, le nom, le courriel, le user, le mot de passe. Tu peux te créer des modèles. C'est super efficace. C'est super rapide à mettre en place. Puis après ça, ça te fait sauver beaucoup de temps. Une structure de gestion de mot de passe. Ça, c'est un exemple. Si vous travaillez en collaboration, tantôt on parlait de la communication. Un des aspects de la communication, c'est la gestion des promesses et des objectifs. Donc, là, je tombe dans une grande conversation, puis on peut l'exploser, puis on pourra en parler pendant 2 semaines d'affilée. La structure d'accomplissement. La structure d'accomplissement regroupe plusieurs outils pour la gestion. Ça peut être des outils de gestion de tâches. Trello, Asana, Project.co, puis là, Jira, il y en a une panoplie de logiciels de gestion de tâches ou de projets. Des outils pour la gestion des objectifs individuels puis d'équipe. Je pense notamment, ça peut être un fichier Excel. Fait que quand je parlais tantôt de Google Drive, on peut bâtir des fichiers Excel collaboratifs qui peuvent être utilisés comme structure de suivi pour déclarer les objectifs, faire le suivi hebdomadaire, créer un système de statistiques, puisque les statistiques, c'est un outil excellent. Il y a beaucoup d'outils en ligne qui sont faits pour justement, on appelle le OQR, c'est Objective Key Result. En français, ce serait quoi? Aide-moi donc, toi qui es le bilingue. Des clés. Les objectifs clés. Ouais. Les résultats clés. Merci. Donc, il y a des systèmes en ligne qui servent à ça, notamment Wigdon, que je commence à étudier parce que j'ai un besoin dans une équipe et je vais tenter d'étudier, voir si ça pourrait répondre aux besoins. Mais sinon, un fichier Excel peut très bien faire l'affaire puisqu'on peut connecter en tant qu'écosystème infonuagique, cloud, Google Drive, on peut connecter différents fichiers Excel. Donc, moi, ce que j'ai monté pour une de mes équipes, chaque imputable d'une partie du projet a sa propre structure d'accomplissement dans Excel avec une méthode qu'on a mis en place. Et dans chaque fichier, il y a une partie statistique. Ces statistiques-là, à savoir, bon, j'avais promis tant d'objectifs cette semaine, j'en ai accompli et complété tant. C'est ramené dans un autre fichier Excel que lui, c'est le tableau de bord global pour l'imputable au résultat. Donc, c'est la personne qui, à chaque semaine, prend compte. C'est quoi le pouls de l'équipe? Est-ce qu'on est en puissance? Est-ce qu'on est efficace dans l'accomplissement de ce qu'on a promis?
Puis cette personne-là, après ça, dans les meetings d'équipe, peut venir voir, « Hey gang, ben, on a été efficace à tant de pourcents. Voici ce que j'ai relevé comme panne. » Prenons un temps pour compléter, résoudre, adresser ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a bien fonctionné, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le futur. On est toujours en mode rétrospective, puis on remet en place des nouvelles choses au fur et à mesure, semaine après semaine. C'est vraiment ce que je promue dans les équipes où je collabore. Ça évite, dans le domaine du développement web, il y a un jargon, on appelle ça une dette technique. Une dette technique, c'est un petit bout de code qu'on pourrait optimiser, tu sais, mais je n'ai pas le temps, j'ai un objectif à remplir plus tard. Puis là, il y a du code qui s'accumule par-dessus. Ce petit bout de code-là que tu aurais pu prendre 1 heure, l'arranger, puis c'était fait. Tu sais. Puis là, à un moment donné, quand vient le temps, hey, là, j'aurais le temps. Hey, là, il y a de l'accumulation. Là. Il y a des développeurs dans l'équipe qui ont commencé à créer du code dépendant de tout ça. Puis là, mais c'est beaucoup plus difficile d'aller optimiser ce petit bout-là parce qu'il y a plein de couches par-dessus. Une dette technique. De compléter puis d'adresser les pannes, les irritants, les choses qui n'ont pas fonctionné semaine après semaine, évite de tomber sur des plures d'oignons. Puis là, c'est un monstre à résoudre. Tu es toujours en train de remettre l'équipe en puissance, semaine après semaine. Je vais faire un petit aparté sur les statistiques. Moi, à bord, je suis un artiste. Puis les statistiques, les chiffres, c'était pas mon dada, mais pas du tout. On avait aversion. Puis dans un programme de développement, j'ai été pendant 6 mois l'imputable des statistiques. Et j'ai découvert à quel point cette chose-là, le mal-aimé de la gestion de projet, à quel point c'est puissant. Puis à quel point tu peux utiliser ça pour te parler. Puis parler à l'équipe de ce qui se passe. Fait que c'est, au premier abord, on peut mettre de la signification puis de critiquer ou juger les chiffres. Mais quand on réussit à passer à côté de ça, ça devient un outil excellent pour savoir l'état des faits en tant que fait dans une équipe. Puis pour aller avec les statistiques, tu sais, c'est sûr, il y a les statistiques financières avec les bilans annuels, les bilans financiers annuels. Ça, c'est évident pour beaucoup de personnes, là, ou même avec les par quart, par mois, peu importe quand les business fonctionnent. Mais en dehors de ça, c'est quoi que tu dirais au monde qui serait bon de prendre comme statistique? Excellent, bonne question. Oui, le monde des finances sont beaucoup habitués aux statistiques. Ça fait déjà partie de leur paradigme, les statistiques. La partie que je parle, c'est la partie qu'on est moins habitué. Je me suis engagé, maintenant je suis dans une équipe et on a un objectif d'équipe pour la fin de la semaine. Puis moi, en tant que responsable d'une partie de cet objectif-là, j'ai promis X, je vais accomplir telle chose d'ici vendredi 15h. Puis ça, c'est dans la planification de la semaine précédente. Tout le monde, on s'engage à accomplir X d'ici Y, la date de Y. Bien, là, la vie arrive. Les jours avancent. On est en train de faire notre travail, nos choses, la vie, notre vie personnelle, tout arrive. Puis là, je déclare à la fin de la semaine est-ce que j'ai accompli, que j'ai honoré la promesse que j'ai faite? Oui ou non? Point. Pas de mal, pas de bien. Pas de signification. Rien. Je l'ai-tu fait ou pas? Point. Pas de justification. Parce qu'après ça, je déclare dans mon système de statistiques qu'on a mis en place, je l'ai réussi. Good. Je ne l'ai pas réussi. Panne. Puis là, je reviens tantôt à ce que je disais. Compléter ce qui n'a pas fonctionné dans la semaine. Résoudre les pannes. Bon, Michael, quand tu me parles, Michael, qu'est-ce qui s'est passé? Les faits. Ça. Qu'est-ce qui a fonctionné? Ça. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ça. Parfait. Hey gang, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quelqu'un qui a une proposition pour ne pas reproduire cette issue, cette problématique-là. Ça sert à ça. Les promesses. J'ai parlé d'objectifs d'équipe, des promesses individuelles. Ça peut être aussi
Ben là, pour les ventes, ça, les gens, dans le niveau des ventes, c'est déjà comme ça fait partie de la base, les gens connaissent ça, les statistiques au niveau des ventes. Mais maintenant, on peut amener ça dans notre vie personnelle aussi. Une certaine forme de statistique. Moi, personnellement, je ne vire pas fou avec ça dans ma vie personnelle, mais ceci dit, si j'avais une façon, puis là, je ne l'ai pas. Je n'ai pas mis ça dans ma vie, une structure par rapport à ça. Mais je pourrais dire que j'ai promis telle affaire pour ma blonde. Est-ce que je l'ai accompli? Oui, non. Ah, je ne l'ai pas accompli. Hey chérie, je t'avais promis telle affaire, je ne l'ai pas accompli. Voici ce que je mets en place pour le futur. Tu sais. On peut aller jusque-là. Là. Et en même temps, je suis un fervent de la simplicité aussi. Et j'ai un de mes amis qui, lui, l'a mis en place. Dans sa vie, dans familiale, avec sa femme, ses 2 enfants, ils ont un tableau de tâches, d'attribution de tâches. Puis, le jeudi, c'est telle affaire. Le mercredi, telle affaire. Le vendredi, telle affaire par telle personne de la famille. Puis, il coche. C'est super simple. Il coche. À la fin de la semaine, il regarde. Est-ce qu'on a accompli tout ce qu'on avait à accomplir? Oui, non. Qu'est-ce qui a manqué? Même processus. C'est une façon de faire des stats. On n'est pas obligé de faire un gros fichier Excel avec des partagés, puis machin, puis un imputable du résultat. Tu sais, ça peut être très, très, très simple. Mais c'est une structure qui met en existence un engagement avec une promesse pour la fonctionnalité. Tu as une question? Je te vois les lèvres. Il y a tu sais, quelque chose que je vois avec ça, c'est justement, tu sais, faire des statistiques, c'est le fun, ça nous donne des résultats, ça, tu sais, ça fait qu'on voit vraiment c'est quoi la réalité des choses. C'est pas juste d'après nous, c'est pas juste comment on se sent, c'est vraiment les chiffres qui nous le disent. Mais en même temps, de mettre les statistiques en place, ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, puis ça peut venir très compliqué. Je veux dire, c'est super facile de rendre ça compliqué, faire des chartes Excel, qu'il va se reporter sur d'autres chartes pour faire d'autres chiffres, puis tout ça. Tu sais, où est-ce que tu mettrais la balance entre prendre des statistiques, mais quand même rendre ça simple? Dans un cadre d'équipe? Oui, dans un cadre professionnel. Là. OK. Je reviens à consensus. Gang, on veut mesurer notre efficacité. Selon vous, un à un, quels devraient être les facteurs clés d'évaluation qu'on devrait mettre dans notre système de statistiques? Qu'est-ce qu'on a besoin de mesurer? Puis pas tomber dans la fabulation dans le futur. Ah, dans le futur, on a besoin de telle affaire. Non, non, non. Maintenant, là, tout de suite. Qu'est-ce que nous voulons? C'est un choix d'équipe. Qu'est-ce que nous voulons mesurer maintenant qui va nous donner une vue sur notre efficacité semaine après semaine? Puis s'en tenir au strict minimum, les essentiels, les facteurs critiques. Mettons au niveau d'un département de vente, ben, le facteur critique numéro 1, c'est combien d'argent j'ai vendu vendredi 15h. Tu peux rester très, très minimaliste. Vendeur 1, vendredi 15h, combien? Vendeur 2, vendredi 15h, combien? Vendeur 3, etc. C'est très simple. C'est pas obligé d'être compliqué. Puis oui, la nature humaine peut avoir tendance à complexifier les choses. Mais si on s'entend avec équipe par rapport aux besoins réels en consensus, on peut mettre des structures très simples qui vont faire une grande différence pour le manager, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans son équipe. Puis qu'il n'y ait pas besoin d'aller en bas, courir après le vendeur 1, 2 et 3. Hey gang, c'est quoi là? C'est quoi notre réussite cette semaine? Qu'est-ce qui a été fait? Là? C'est ça qu'un fichier Excel, on peut utiliser des systèmes complexes comme Weekdone, Project.co, puis tous les machins à compagnie, mais dans une TPE puis une PME, ils n'ont peut-être pas nécessairement les moyens d'investir 20$ par mois par utilisateur parce que c'est le coût de ces outils-là. Ça peut être aussi simple qu'un fichier Google Sheet, un tableau d'équipe, tout le monde est partagé. On a un protocole de communication qui dit que le mercredi à 21h, pas 21h, parce que c'est plus corps de travail, mettons mercredi 16h, on fait une première update, première mise à jour du fichier. Puis vendredi 15h, on fait l'update final de notre performance cette semaine. Là, il y a une conversation intérieure que les gens, les membres d'une équipe peuvent avoir. Oui, mais c'est parce que si je déclare ma performance à chaque semaine, là, mon boss, il va voir que je ne performe pas comme je devrais. Tu sais. C'est le genre de conversation que les gens peuvent avoir dans leur tête. Ça fait partie des différentes résistances
à l'application d'un changement. C'est normal, c'est humain. C'est important pour le leadership, la personne en position de leadership, d'adresser, d'orienter que les statistiques n'ont aucunement pour but de taper sur le doigt de qui que ce soit. C'est un outil de communication pour permettre à l'équipe de collaborer plus étroitement, de resserrer les rangs en tant qu'équipe, parce que ce sont des résultats d'équipe. On est à propos de résultats d'équipe. Donc, ces statistiques-là sont à propos de si un membre de l'équipe est en panne ou ne livre pas ce qu'il devrait livrer, est-ce que l'équipe peut contribuer ensemble? Donc, c'est ce que je voulais mettre en place en lumière par rapport aux statistiques. Oui. C'est une des conversations qui peut survenir en tant que résistance. Puis c'est vrai que cette conversation-là, ça peut venir quand même assez facilement. Oui. Je me souviens, moi, j'ai eu déjà un emploi où on avait une machine sur nous autres qui, dans le fond, qui nous donnait les commandes qu'on remplissait. Puis quand on a fini, on disait qu'on a fini la commande, puis ça prenait le temps qu'on était supposé, puis il fallait qu'on aille un certain range de temps, de performance. Puis là c'était clair que si tu n'étais pas leur performance, qui était quand même assez rapide, ils te mettaient à la porte, puis that's it. Puis, à quelque part, il y a peut-être c'est dans le domaine alimentaire. Fait que le domaine alimentaire, le profit, c'est comme, je pense que c'est le marché ou l'industrie où ce que le profit est le plus petit. Fait que dans ce cas-là, c'est différent, mais règle générale, si tu crées des statistiques pour donner de la puissance à ta business, à être capable de mieux performer, l'idée, c'est pas de renvoyer le monde, de taper le monde ses doigts, puis de réprimander le monde. Tu fais ça pour le bien de ton entreprise, mais il faut que ce soit pour le bien de tes employés aussi. Puis là, ce que tu me nommes là me fait penser à une chose. Tantôt, on parlait de communication en tant que fondation. La fondation, ce qui va être en arrière-plan de toutes ces conversations-là, qui est déterminant selon moi, c'est la culture entrepreneuriale. Mm-hmm. Quel genre de culture de collaboration le leadership, la personne dans le leadership, crée dans son équipe, dans son entreprise? C'est sûr que dans le contexte que tu me nommes là au niveau agroalimentaire, la culture est clairement à propos de la performance et exclusivement à propos de la performance. On n'est pas à propos, comme mettons, je ne sais pas ceux qui connaissent le livre de John P. Strelicky, Les 100 grands rêves de vie. Un concept fondamental dans ce livre-là, c'est les 5 grands rêves de vie pour un humain qui travaille dans une équipe, puis les 5 grands rêves de vie d'une entreprise. Et dans ce concept-là, dans cette approche de culture entrepreneuriale, c'est que les deux soient ensemble. Fait que c'est pas juste à propos de performer, c'est à propos que c'est win-win. C'est-à-dire que l'individu qui accomplit une fonction dans l'entreprise travaille pour lui aussi. C'est-à-dire que dans le cadre de ses actions, de ses fonctions, qu'il soit en train de poser des actions pour répondre à ces 5 grands projets objectifs de vie. C'est une autre approche, c'est un autre paradigme de culture entrepreneuriale. C'est sûr que d'avoir cette fondation-là où l'individu, l'employé qui est dans une équipe, sent et est reconnu en tant qu'humain et sent qu'il a le soutien de son leader, de l'entreprise, c'est un autre contexte. Le leader sait qu'il peut compter sur son employé, puis l'employé sait qu'il peut compter aussi sur son employeur ou son leader. Ça change le contexte. Et c'est sûr que d'avoir ce type de culture-là, ça diminue les risques qu'une personne se dise « Hey, j'ai peur de perdre ma job si je livre une stats. » Parce qu'il sait qu'il peut compter. Ça serait complet pour là. Oui, donc... Et on pourra en jaser pendant 2 semaines de tout ça. Oui, je pense que ça vaut la peine qu'on ait une autre conversation sur ces sujets-là, prendre un petit peu d'expansion là-dessus pour un autre podcast. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter pour le monde qui écoute avant qu'on complète l'épisode? Oui, je m'adresse à tous les leaders ou les personnes en position de leadership ou d'autorité. Vous avez vraiment avantage à vous intéresser à vos gens, puisque c'est grâce à eux que vous accomplissez les miracles que vous accomplissez dans vos objectifs professionnels. Alors,
intéressez-vous à vos gens, parlez avec eux, allez dans leur monde, demandez-leur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, avec quoi tu deals au quotidien, ici, puis chez vous. Puis c'est mon expérience, puis c'est ma conviction, c'est le plus grand investissement que vous pouvez faire sur vos gens. Puisqu'ils vont vous le retourner en développant davantage d'affinité, de confiance, d'engagement. Voilà. Oui, puis, tu sais, ça vient avec moi. Il y a deux choses que si tu suis ces deux règles-là là, dans la vie, là, tout va bien aller dans ta vie. C'est fais ce qui fonctionne, puis aime les autres, aime le monde. Yeah! Si tu fais ça, tout va bien aller. Yep. Donc, ben merci Michael d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est une belle opportunité pour échanger avec toi aussi. Oui. Puis, ben merci tout le monde qui a écouté le podcast et on se voit une prochaine fois. Salut gang! Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à la partager et à écouter les autres épisodes. Si tu veux rester en contact, suis-moi sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et surtout, peu importe ton rêve, va jusqu'au bout.